Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 11. Bonsoir à tous. Et nous entamons donc l'année 1710. 1er de janvier. Je suis fier de mes sujets, alors que la guerre se prolonge, que le royaume, après le gel et la disette de la précédente année, subit encore un nouvel hiver de froidure extrême, les François soutiennent leur roi et l'État. Notre appel du mois de juin fut entendu et la conduite de nos troupes à Malpaquet a fait espérer pour demain des victoires. Il faut que tous nos efforts visent à diminuer la disette et la famine, que nos armées fassent un nouvel effort, que notre marine multiplie ses prises, alors la France sera sauvée, quand même n'aura-t-elle pu sauvegarder le trône du roi d'Espagne. Le 15. Le comte de Pontchartrain m'apprit que sont arrivés du Levant pour combattre la disette 130 navires chargés de blé. Le chevalier de Feuquières, avec ses 4 vaisseaux, les a escortés. 21 janvier, je confirme moi les droits et privilèges de maréchal, qui est mon premier chirurgien, mais aussi mon ami. Le 22, mon conseil ordonna la destruction de l'abbaye du Port-Royal des Champs. Le père Letellier, qui conseilla cette mesure, y voit l'éradication d'une hérésie, faute de quoi les amis de la secte janséniste eussent fait de ce monastère un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, je prie médecine. Ce soir, la comédie eut lieu dans les appartements de la duchesse de Bourgogne, laquelle est fort près d'accoucher. Le 23, Madame de Maintenon ne cesse de parler de la paix. Croit-elle que ce n'est point aussi mon soin et mon souci ? Du 9 février, M. d'Iberville m'assura que les Espagnols sont de plus en plus attachés à leur roi légitime et que beaucoup d'évêques ont donné l'argent et l'argenterie des églises pour aider Philippe V à payer ses troupes. Le samedi 15, on m'éveilla à 7 heures parce que la duchesse de Bourgogne sentit les premières douleurs. Elle accoucha à 8 heures, 3 minutes et 3 secondes d'un garçon, un duc d'Anjou, aussitôt ondoyé par monsieur le cardinal de Janson et qui devra être baptisé Louis. Du 19, monsieur de Nîmes, fléchier, est mort dans son diocèse, il y a 3 jours. Il est toi réputé pour son éloquence et membre de l'Académie françoise. On croit savoir, par des nouvelles provenant de Londres, que Milady Marlborough a beaucoup perdu de son crédit. Le 4 mars, je fis un règlement pour établir avec exactitude le rang des princesses afin de supprimer toute contention. Du 5, messieurs le maréchal d'Uxelles et l'abbé de Polignac ont quitté ce jour Paris pour se rendre à la conférence de paix de Gertruydenberg. Que le ciel les inspire. Du 12, on sut que nos vaisseaux amenèrent à Cadix, le 2, la flotte de Nouvelle-Espagne apportant pour 10 millions de piastres. Le sort de la couronne d'Espagne ne tient qu'à ses convois. Le 26 mars, sachant combien les Hollandois demeurent intransigeants, M. de Torcy, au conseil de ce jour, avança qu'on pourra accepter leur proposition de chasser Philippe V par la force, mais à condition de lui obtenir Naples pour consolation. M. de Pontchartrain et M. Desmarets le soutinrent avec tristesse, mais par souci de paix. Nous fûmes 4 à nous opposer, moi, monseigneur, le duc de Bourgogne et M. de Beauvilliers. Le 31, j'envoya Albert Gotti à Douai, Goès-Brillant en Aire, le comte de Villars en Ypres et Vieux-Pont à Maubeuge, qui me semblent les places du Nord les plus menacées. Du 21 avril, M. de Torcy, qui prévoit la rupture des négociations de Gertruydenberg, eut une idée audacieuse, mettre dans leur tort les Hollandois en leur demandant des précisions sur la façon dont le roi de France devra faire la guerre, comme il l'exige à son petit-fils. 25 d'avril, ma nouvelle chapelle à Versailles est presque achevée, 2 ans après que Mansart nous a quittés. De Cotte a mené rondement les travaux, ce qui permettra d'en faire la consécration d'ici à quelques semaines. Dans notre château, il est vrai que Dieu n'a point toujours été le premier servi, et les chapelles précédentes ne furent ni assez belles, ni assez stables. Elles furent trop fréquemment changées de place, la nouvelle église doit faire oublier ses errements du passé. J'ai voulu qu'elle fût la pierre de taille la plus blanche et pleine, afin de bien en traiter l'architecture et les ornements de la sculpture. Mes architectes en ont tiré le meilleur parti. Restera à savoir l'effet qui fera la musique, et c'est pourquoi, ce matin, au sortir de la messe, j'ai fait chanter un motet dont, Dieu merci, le son et le ressonnement parurent excellents. Le 22, l'ennemi, comme on le redoutoit, investit Douai.
Du 9 mai, serai-je seul ou serions-nous seulement deux? Monseigneur et moi, a refusé le chant des sirènes. Voici qu'aujourd'hui le maréchal de Villars, ce patriote, ce grand soldat Villars lui-même, me dit qu'il faut faire la paix. Du 11, le Conseil bascula à demi, refusant que nous fassions nous-mêmes la guerre au roi d'Espagne, mais acceptant du moins de payer cette guerre à Philippe V. Maintenant, c'est à l'Hollande de dire si elle en est contente. Le 15 de mai, ce matin au château de Sceaux, M. de Vendôme, vif et entreprenant, malgré qu'il soit barbon, épousa mademoiselle d'Anguin, lequel gardera la qualité de princesse du sang. Du 28, nous sûmes que les Hollandois ne se contenteront point de subsides. Ils exigent qu'une armée françoise combatte Philippe V. Monsieur de Torcy n'avoit pas tort de prévoir qu'ils se mettront eux-mêmes dans leur tort. Le 6 juin, sœur Louise de la Miséricorde mourut ce matin à Paris, aux Carmélites. Dangeau m'assure qu'elle trépassa comme une sainte, ayant offert ses douleurs au Seigneur et déclaré qu'elle ne souffra point assez. Celle qui avoit été la duchesse de la Vallière et l'astre de la cour n'avoit cessé de servir d'exemple aux religieuses. Elle en étoile les délices. Elle émoit de se comparer à la Madeleine, la pécheresse de l'Évangile, et avoit publié l'an 1680 d'édifiantes réflexions sur la miséricorde de Dieu. 22 de juin, la rumeur se confirme, Milord et Milady Marlborough, que nos soldats appellent Malbrook, sont presque en disgrâce à Londres, ou du moins perdirent beaucoup de leur influence. Si la nouvelle est vraie, l'espérance d'une paix revient. Le 28 juin, Douai capitula. Le 26, après 41 jours de tranchées ouvertes. Monsieur d'Albergotti a obtenu une capitulation honorable. Je songe à faire chevalier de nos ordres et gouverneur de Sarre-Louis. Le 16 de juillet, le Conseil est informé des dernières exigences hollandoises. Nous devrions céder Strasbourg et on nous donne 15 jours pour accepter d'entrer en guerre contre le roi d'Espagne. Il refuse de telles conditions et nous rappelons aussitôt nos plénipotentiaires. Du 30, le maréchal d'Uxelles et l'abbé de Polignac me vinrent trouver à Marly. Je décidai en conseil dès lors que la rupture de la négociation nous donnera des coups des franches, de répondre aux vœux de mon petit-fils et d'envoyer en Espagne sans tarder son oncle, le duc de Vendôme. Le 20 août, M. de Vendôme vint à Marly au début de l'après-midi pour son audience de congé avant de gagner l'Espagne. Il convient que cette campagne sera décisive et brûle d'en découdre. Le 22, Milady Marlborough se roi en pleine disgrâce, s'étant vu retirer par la reine, Anne, la charge de dame d'honneur. Le parti de la paix se roi à Londres de plus en plus assuré. Du 25, nous sûmes une très mauvaise nouvelle. Le général Starhemberg a défait l'armée du roi d'Espagne à Saragosse. Cela eut lieu au moment où nous recevions notre neveu Vendôme. Du 14 septembre, le Conseil reçut de Philippe V des nouvelles marquées du chaud et du froid. D'une part, le roi d'Espagne a dû quitter Madrid pour Valladolid. D'autre part, il est informé de la venue de M. de Vendôme et il a retrouvé l'espoir de rester et de vaincre. Du 4 octobre, bien que l'archiduc soit entré à Madrid le 28 de septembre, le roi d'Espagne nous assure de ses espérances. Le 14 octobre, Desmarais instaure ce jour le 10e imposition sur tous les revenus, laquelle se doit ajouter à la capitation. Du 10 de novembre, M. de Goès-Briand rendit air avant-hier avec une résistance de 57 jours. À la fin d'août, les Anglois ravagèrent nos pêcheries à Terre-Neuve et en septembre, ils s'emparèrent de l'Acadie. Du 16 de novembre, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. l'archiduc, brusquement moins dominateur, il craint M. de Vendôme, quitte à Madrid. On pense qu'il se replie sur l'Aragon ou même sur la Catalogne. Le 4 décembre, l'archiduc est en Aragon. Du 15, Philippe V fut reçu triomphalement à Madrid. Tous les habitants furent dans la rue pour l'acclamer. Le 19, on sut qu'un combat eut lieu le 9, heureux pour les armes du roi d'Espagne. Le 20, on apprit qu'on se battit en Espagne le 10 de ce mois. Les États du Languedoc nous offrent 3 millions de dons gratuits à l'ordinaire, 1 million pour la capitation et encore 3 autres millions au titre du 10e. Le 24 au soir, un gentilhomme espagnol vint ici nous apporter les détails des deux actions du roi Philippe V et du duc de Vendôme. Ce dernier surprit le 9 à Briey-Ruiga, l'arrière-garde de l'armée de l'archiduc que commandoit le comte Stanhope et le força de capituler. Il y a voilà 8 bataillons et 8 escadrons, 2 lieutenants généraux et 2 maréchaux de camp. Le lendemain, le duc de Vendôme écrasoit l'armée commandée par M. de Starhemberg, lui faisant près de 3000 tués et près de 6000 prisonniers. C'était à Villaviciosa.
On leur prit aussi 22 canons, tous leurs bagages et un nombre prodigieux de drapeaux et d'étendards. Ma voix fut immense, et M. de Torcy, qui la partage, voit dans une semblable victoire le tournant de toute la guerre de la succession. Le trône de mon petit-fils enfin assuré, l'archiduc découragé, les Hollandois pris à leur propre piège, le parti modéré de Londres confirmé dans son désir de paix, le comte de Pontchartrain vint d'approuver un plan audacieux de Duguay-Trouin, capitaine de vaisseau en vue d'attaquer et de rançonner Rio au Brésil. Le 29 décembre, j'ai demandé de nombreux tédums en action de grâce pour la belle victoire de Villa Viciosa. Monseigneur, qui affectionne autant son fils Philippe et son cousin Vendôme, est peut-être le plus heureux d'une cour joyeuse. Du 31 décembre, demain seront reçus dans l'ordre du Saint-Esprit un prince, M. de Conti, et 4 vaillants généraux, messieurs d'Albergotti, Dubourg, de Goès-Briand et de Médavy. Ce sera par excellence la promotion du mérite. Je travaillai avec M. Dantin sur le fait des bâtiments. Les dépenses furent comparables à celles de l'année précédente. En 1710, les bâtiments coûtèrent 2 144 000 francs, dont 1 033 000 pour Versailles en raison des travaux de la chapelle et 136 000 livres pour Marly. Voici fini l'année 1710, entamons maintenant l'année 1711. 2 janvier, on chanta le Tédum à Notre-Dame pour la victoire de M. de Vendôme à Villa Viciosa. Du 3, j'augmentois la part réservée à l'hôpital général sur les droits d'entrée dans Paris. Du 20, j'obligeois les capitaines d'infanterie de l'armée de Flandre à compléter leur compagnie jusqu'au nombre de 50 hommes en y adjoignant des miliciens. 24 janvier, Bérin mourut au Louvre ce matin. Il fut dessinateur de ma chambre et de mon cabinet, homme de goût et de talent, mais beaucoup moins actif que jadis. Il fit cependant encore de belles pompes funèbres en 1709. Je regretterai Bérin. Le 27, une frégate françoise partit pour faire le tour du monde. Elle porte un beau nom, le Grand Dauphin, que Dieu veille sur elle. Du 8 février, les Espagnols, fidèles à l'archiduc, rendirent Gironne à M. de Noailles, lequel est fils du maréchal qui a pris cette place en 1694. On dit que Marlborough commandera encore en Flandre contre nous, mais avec de moindres pouvoirs. Le 18, M. de Torcy obtint du savant M. de Guénière le don post-mortem à la Bibliothèque royale de ses importantes collections antiques, dessins, plans et cartes. Du 14 mars, Boileau d'Espréau mourut hier à Paris d'une pleurésie foudroyante. Je l'émoi beaucoup, bien qu'il fût le plus paresseux des historiographes. Il est toit de l'Académie françoise et m'avait offert et dédié bien des vers. Son épître 8 est fort connu, qui débuta par ces vers « Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire ». Jeudi 9 avril, hier, Monseigneur avoit quitté Versailles, désireux de passer une semaine à Meudon in parvulo. Il apparaissait vaillant et avoit emmené la duchesse de Bourgogne pour dîner. Avant d'être parrain et marraine de la fille de Madame d'Épinay, tout a changé ce matin. Ensuite, la fièvre a augmenté, une saignée faite à 6 heures n'eut aucun effet. Le 13, la petite vérole de Monseigneur va bien, disent les médecins, qui n'osent point dire pourtant que leur malade va bien. Je suis à Meudon depuis vendredi, malgré le mauvais air, y tenant le conseil, travaillant avec les ministres, mais visitant mon fils plusieurs fois par jour. La duchesse de Bourgogne, les ducs de Bourgogne et de Berry sont interdits de Meudon par crainte de contagion. Nous renvoyons aussi les courtisans qui n'ont point eu la petite vérole. Le mardi 14, jusqu'à 5 heures de relevé, la faculté entretenua tous les espoirs, mais le soir, l'espoir se dissipa. Je n'en fus averti qu'au sortir du souper. Il sembla aux médecins que le venin de la maladie s'était dangereusement porté à la tête et à la gorge. Lorsque je fus au chevet de mon fils, il avoit perdu connaissance. Il mourut aussi une demi-heure après 11 heures. On m'arracha de sa chambre, le cœur brisé. Je montai en carrosse afin de gagner Marly. Jusqu'à l'aube, je fus avec Madame de Maintenon en proie à la plus vive douleur. Nous voilà mercredi, il me faudra cacher ma désolation. Ainsi l'exige le dur métier de roi. Que Dieu protège la France, qu'il nous soutienne dans l'épreuve. Les dames de la Halle et toi venues à Meudon, exigeant être introduites. Malgré sa fatigue extrême, mon pauvre fils s'en fut touché et il permit aux bonnes femmes d'entrer. À ce moment, les médecins croyaient Monseigneur hors de danger. C'est pourquoi les haranguères dirent à mon fils qu'elle ferait chanter un Tédum pour célébrer sa guérison. Monseigneur leur répondit « Il n'est point encore temps, mes pauvres femmes. » Le 15 avril, j'écrivis au roi d'Espagne « J'ai perdu mon fils. »
et vous perdez en lui un père qui vous aime aussi tendrement que je l'ai moi lui-même. Je le regardois comme un ami à qui je pouvais ouvrir mon cœur. Fils de roi et père de roi, mon seigneur ne sera jamais roi. Il fut mon ambassadeur à Paris, qu'il adore roi. Il fut un conseiller digne de foi. Il fut le meilleur collectionneur du royaume et le meilleur veneur. Il fut un général heureux et brave, estimé et aimé de tous. Il aurait été un jour de meilleur des rois. Mademoiselle de Chouin est effondrée. Monsieur Dantin pleure sans retenue. La France entière est en deuil. Du 21 avril, le duc de Bourgogne, désormais dauphin de France, entra pour la première fois au Conseil des finances. Du 25 avril, j'écrivis au gouverneur de province leur demandant des prières publiques pour le repos de l'âme de mon cher fils, Monseigneur. Comme j'allois me mettre au lit, M. de Torcy m'apporta la nouvelle de la mort, le 17, de l'empereur Joseph Ier. La conséquence principale est visible. L'archiduc Charles, frère de l'empereur décédé, ne manquera point d'être bientôt élu empereur. Mais l'Europe redoutera la reconstitution de l'empire de Charles Quint, et ainsi l'archiduc verra encore diminuer ses chances d'accéder au trône d'Espagne. Mais le dauphin est de plus en plus associé aux affaires publiques et politiques. Nous avons décidé que le rang des ducs dépendra désormais de la réception comme père, non comme duc. Nous avons fait duc d'Antin le marquis de Montespan, dit d'Antin, directeur général des bâtiments, fils de la belle ATH, et nous érigeâmes en faveur du comte de Toulouse le marquisat de Rambouillet en duché-pairie. Du 1er juin, je demandois aux évêques des prières publiques pour la prospérité de nos armes. 8 juin, Duguay-Trouin, capitaine de vaisseau, quitte à Brest le 3 avec une petite escadre afin d'attaquer Rio de Janeiro. Du 22, Madame de Maintenon, qui est l'indulgence même, assure que ma piété augmente tous les jours. Je souhaiterais qu'elle eût dit vrai, mais n'en suis point assuré. À Fontainebleau, le 22 août, à 5 heures de relevée, mourut le pauvre monsieur de Boufflers, le brave entre les braves, un des meilleurs serviteurs de la couronne et de l'État. Sa disparition me désole. Du 3 octobre, on sait que M. de Vendôme avait contraint le général Starhemberg à la retraite. Le 5 octobre, l'archiduc aura quitté la Catalogne, ayant laissé une vice-royauté à M. de Starhemberg. Du 12, à Londres, nous avons commencé de préparer la paix. Du 17, l'archiduc Charles fut élu empereur, il sera donc Charles VI. Le 28, je fais abjurer aux hôpitaux tous les biens de ceux qui seront condamnés pour duel. Malgré l'espérance de la paix, nos armées resteront solidement campées en Flandre. Le 30, l'échec des entreprises angloises au Canada est confirmé. Le 7 novembre, à Versailles, l'opération subie par le comte de Toulouse révéla une pierre de la taille d'un abricot. Le 27 novembre, les États généraux ont accordé des passeports à l'intention de nos plénipotentiaires. On parle beaucoup de table de Chaulnes, un plan conçu par M. de Cambrai et par M. le duc de Chevreuse pour des réformes importantes par tout le royaume. Du 30 novembre, Milord Marlborough, en disgrâce, aura quitté l'Hollande le 26 pour l'Angleterre. Le duc de Vendôme prit Cardonne en Catalogne. Le 3 décembre, j'eus mal à la tête depuis hier. Fagon songe à me saigner demain. Le 4, la saignée me fit du bien. Du 6, je me porte bien. Demain, je prends droit médecine par précaution. Le 24, veillée de la nativité, je fis mon bonjour. Du 26, on prépare en Utrecht la conférence de la paix. Le 28, il n'est question que de la disgrâce de Milord Marlborough. Du 31 décembre, cette année qui nous apportera peut-être la paix, fut pour nous une année d'épreuve avec la perte de Monseigneur. Notre fils bien-aimé, prince plein d'espérance. La marine et les armateurs ont fait merveille. Duguay-Trouin va revenir du Brésil avec des trésors. Les armateurs de Saint-Malo, au roi dit-on, fait 800 prises. Les comptes des bâtiments font à Paroisse pour l'année une dépense de 2 246 000 francs, dont 527 000 pour Versailles et 166 000 pour Marly. Ce soir, Madame de Maintenon me fit prier pour la paix. Je prie aussi pour le dauphin. Voici fini l'année 1711. Commençons maintenant l'année 1712. Le 1er janvier, M. de Cambrai, Fénelon, se croit le premier ministre d'un duc de Bourgogne, encore dauphin, mais déjà assuré d'être Louis XV. J'eus tort en son temps de faire de l'abbé de Fénelon le précepteur de mon petit-fils. Il n'est point sans talent,
quand il ne se précipite pas dans la théologie chimérique. Il possède une plume habile, de l'éloquence, un esprit délié, mais c'est un homme de lettres. Il n'est point apte aux affaires publiques. Il n'aura ni la compétence d'un Colbert, ni le sérieux de Monsieur de Pontchartrain, ni l'audace d'un Louvois, ni la fidélité de Letellier. Monsieur de Cambrai pourra jouer un rôle en l'île d'Utopie. Il ne saura tenir le gouvernail du royaume de France. J'ai toujours refusé de nommer un Premier ministre et je me suis toujours gardé de faire ministre des gens d'église. Ce qui me rassure en tout cela, c'est le caractère de monsieur le duc de Bourgogne. Ce Télémaque ne supportera pas longtemps la jalouse autorité de son mentor. En outre, je suis assuré que mon petit-fils distinguera assez vite ce qui est du rêve et ce qu'il convient de faire à bon escient. Enfin, Louis XIV étant Dieu, voulant toujours de ce monde, il paroit vain de tant spéculer sur les pensées et sur les actes de Louis XV. Le 12 de janvier s'ouvre ce jour à Utrecht, aux Provinces-Unies, la conférence de la paix. La situation du royaume a bien changé depuis 1709. Les victoires du duc de Vendôme ont remis sur selle notre petit-fils, le roi Philippe V. Devenu empereur, l'archiduc Charles n'a plus l'Espagne comme ambition première. En Angleterre, le parti pacifique l'a emporté et Milord Marlborough est en pleine disgrâce. La ligne est toute tracée pour monsieur de Torcy et nos représentants, ils doivent amadouer l'Angleterre sans faiblesse et la séparer de la Hollande. Le 25, j'écrivis à l'archevêque de Paris pour des prières publiques en vue de la paix. Madame de Maintenon croit fort à la paix. Le 10 de février, l'escadre du sieur Duguay-Trouin mouilla à Brest le 6 de ce mois, revenant d'avoir attaqué et pillé Rio de Janeiro. Et porté au commerce de nos ennemis, le Portugal est devenu une sorte de vassal de l'Angleterre, un coup terrible. Elle a défié à l'aller comme au retour les croisières angloises, détruit 4 vaisseaux de frégates et 60 navires marchands. Les pertes portugaises se montent à 30 millions. C'est peut-être sur mer, Océane, que se décidera au total le sort de cette longue guerre. On s'inquiète pour Madame la Dauphine, à qui l'on donna de l'émétique. Sa fièvre commença le 5 et voici qu'elle redouble. Les médecins y voient une rougeole de mauvaise nature. Le jeudi 11, le mal de la Dauphine a tant augmenté que cette princesse a demandé à recevoir les derniers sacrements. Puis elle réclama les prières des agonisants, mais on lui répondit qu'elle n'était pas dans un état si désespéré. Ce soir, les médecins étaient 7, et à 7 heures, on fit ma petite fille une saignée avant son redoublement. Je suis fort inquiet, mais on tâche à épargner le dauphin, lequel a lui aussi la fièvre. Le 12, Madame la Dauphine expira à 8 heures ce soir, laissant mon petit-fils dans le désespoir et la cour dans la consternation. Pour moi, dès la mort de celle qui restera la jeune et vive duchesse de Bourgogne, je partis avec Madame de Maintenon vers Marly afin de fuir le mauvais air et cacher ma douleur. Le dauphin a encore la fièvre. Le mardi 16, je n'ai plus mal à la tête et je me suis promené toute l'après-dînée. Ces jardins de Marly sont enchanteurs. On craint que le dauphin, qui a toujours sa fièvre, n'ait aussi la rougeole. À Versailles, les messes se succèdent dans la chambre où repose le corps de la dauphine. Le jeudi 18, le dauphin communia cette nuit dans sa chambre et expira à 8h30 ce matin. Son corps fut transporté à Versailles l'après-dîner. Je me porte bien, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Le ciel me punit pour tous les péchés de ma vie. Dieu m'enleva en moins d'une année, mon fils bien-aimé, mon Seigneur, le né de ce fils et l'épouse de ce dernier. Que sa volonté soit faite, mais que lourde est l'épreuve. Lundi 7 mars, le 3e dauphin, jusqu'ici duc de Bretagne, est considérablement malade. On croit que lui et que son frère, le petit duc d'Anjou, ont la rougeole. J'ordonnois qu'on les baptisât tous les deux sur le champ et qu'ils soient appelés Louis l'un et l'autre. Que Dieu nous conserve ces deux petits. Mardi 8, le dauphin vit empirer son mal tout le jour et mourut dans la nuit, peu avant minuit. Le duc d'Anjou en devint aussitôt le 4e dauphin, puisse-t-il guérir. Le 11, monsieur de Cambrai eut l'insolence d'écrire au duc de Beauvilliers pour qu'il entretient Madame de Maintenon de la nécessité de prévoir une régence. Veut-il vraiment ma mort? Nous sûmes que Ducasse arriva le 29 février à la Corogne avec plus de 35 millions et de très riches cargaisons. Je crois toujours que la victoire et la paix nous peuvent venir de l'océan. Dimanche 3e d'avril, mon petit-fils, le roi d'Espagne, accorda au duc de Vendôme, son oncle, les mêmes honneurs que reçurent les deux don Juan d'Autriche. Aussi pourra-t-il devancer les ducs, grands d'Espagne et chevaliers de la Toison d'Or, étant comme un prince de la maison du roi. Rien n'honore plus les armes de France que ce privilège mérité. Philippe V, dont monsieur de Vendôme a sauvé le trône, il y a 16 mois déjà, devoit bien ses honneurs au vainqueur de Villaviciosa. Le 12, j'accordois à monsieur de Villars une très longue audience.
Je n'avais pas vu le maréchal depuis mes deuils, et lui parlois en ami. Je lui dis que mes malheurs domestiques étaient une punition de Dieu. Puis je l'invitois à travailler avec moi pour prévenir les malheurs qui menacent encore le royaume. Monsieur de Villars alloit jouer un coup de partie à la tête de la dernière grande armée du pays. Il devait à tout prix vaincre. Mais s'il arrivoit malheur à lui et à son armée, qui me conseillera-t-il? Je croyois ne pouvoir accepter de laisser prendre Paris. Il me faudra constituer à la hâte une nouvelle armée et prendre la tête, rejoindre sur la Somme les débris de l'armée de Flandre et périr ensemble ou sauver l'État. Le maréchal me répondit: les partis les plus glorieux sont aussi souvent les plus sages, sire, et je ne vois pas plus de nobles pour un roi. Puisse cependant le ciel nous éviter semblable expédient. Le 16 juin, nous sûmes que mourut à Vinaros notre neveu, le duc de Vendôme, arrière-petit-fils de Henri IV, dont il sut imiter les exploits. Le 26 juillet, à Fontainebleau, M. de Nangis me tira du lit pour nous annoncer une belle et grande nouvelle. Le maréchal de Villars a remporté un combat décisif à Denain contre le prince Eugène. Cette victoire vint à point avec nos succès sur mer pour engager les Anglois à accepter la paix. Le 14 septembre, par lettre patente, nous avons accordé au sieur Croizat le privilège du commerce avec la Louisiane. Le 29 septembre, la duchesse de Berry se vint plaindre des insolences de madame Palatine. Cette dernière lui aurait dit: « Vous avez trop de mouches, vous êtes mouchetée comme une comédienne. » Je répondis à la duchesse: « Oubliez tout cela, avec ou sans mouche, vous êtes plus jolie que madame. » Le 22 novembre, le sieur Cazard, simple capitaine de frégate et ancien armateur, fut fait capitaine de vaisseau. Les négociations iront bon train dès lors que le cœur gros, mais la conscience claire, nous avons renoncé à conserver Tournai, l'une de nos villes les mieux aimées. Notre petit-fils, le roi d'Espagne, renonça le 5 à ses droits à la couronne de France. Notre neveu, le duc d'Orléans, fit de même le 19 pour la couronne d'Espagne. Quant au duc de Berry, il suivra ses exemples après-demain. Ni Philippe V, ni Berry, ni Orléans, ni moi n'attachons de prix à ces renonciations. Elles vont à l'opposé de règles imprescriptibles, les lois fondamentales de notre royaume, ce qui les fait caduques, illégales et illégitimes. Mais l'esprit de paix ici prévalut. Et les plus savants négociateurs chez nos ennemis ignorent ce fait. En France, les lois du royaume sont supérieures aux lois du roi. Chez nous, le plus jeune clerc, le procureur, le sait. Le 30 décembre, j'ai signé une ordonnance pour la protection des nègres esclaves dans les îles Françoises de l'Amérique. Le 31, cette année, fut temps de deuil pour la maison royale, qui perdit en 3 semaines 2 dauphins. Nous multipliâmes les concessions pour la paix, mais qui n'est point encore là. Les bâtiments ne coûtèrent que 1 956 000 livres, dont 591 000 pour Versailles et 201 000 pour Marly. Voici fini l'année 1712. Maintenant, entamons l'année 1713. Le premier jour de janvier, le prévôt des marchands de Paris et le corps de la ville me vinrent complimenter à Versailles après mon lever en avant la messe du Saint-Esprit. Le lundi 2, je me porte bien, je prie médecine comme je le fais chaque mois. Le 11, il y eut le soir, grande musique chez Madame de Maintenon, comme déjà le 2, le 4 et le 6 de ce mois. Lorsque tel n'est point le cas, nous avons petite symphonie. Vendredi 13 à Marly, le soir, chez Madame de Maintenon, nos musiciens jouèrent le bourgeois gentilhomme, tout d'une traite. C'est une comédie dont je ne me lasse jamais. Le 28, les nouvelles venues de Londres confirment le désir de paix de la reine Anne et de ses ministres. Le 4 de février, on sut que le sieur Cassard, capitaine de vaisseau, rançonna Suriname, dont il tira 1 million. Il projette d'attaquer maintenant Saint-Eustache et Curaçao. Du 7, on sut qu'à Utrecht, les plénipotentiaires d'Angleterre et d'Hollande avaient conclu un traité de la barrière et de la succession protestante à la couronne de Grande-Bretagne. Le 10, chez Madame de Maintenon, nos musiciens jouèrent Georges Dandin. J'en fus satisfait, les dames aussi. Hier, M. de Torcy fit partir un courrier en direction d'Utrecht, demandant à nos plénipotentiaires de signer avec ceux de l'Angleterre. Comme on peut supposer que les Hollandois perdent droit à trop différer la paix, il y a lieu de croire qu'une paix générale ne saura tarder. J'entends entre France, Espagne, Angleterre et Provinces-Unies, sachant trop que la maison d'Autriche ne se hâtera point, elle, de conclure. Samedi 18 février. Le duc de Berry, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, le comte de Charolois, le prince de Conti, le duc du Maine et le comte de Toulouse furent tous à Saint-Denis pour le service du bout de l'an de la mort du duc de Bourgogne et de la Dauphine. Pour moi, je me promenois dans les jardins de Marly, puis ensuite travaillois avec voisin chez Madame de Maintenon. Le 22, la duchesse du Maine donna à Sceaux une très jolie fête avec comédie.
Le cardinal de Polignac, qui arriva aujourd'hui à Paris, viendra demain jeudi à Marly afin que je lui mette sur la tête sa barrette. Nos lettres patentes datées de ce mois ont confirmé l'établissement de l'Académie des inscriptions, jadis petite académie, et de l'Académie des sciences. 4 de mars, l'espérance de la paix ne saura laisser le royaume ouvert et désarmé. Nous avons donc décidé avec voisins que tous les officiers rejoindront leur régiment à la fin du présent mois. Le 7, on sut la mort de l'électeur de Brandebourg à Berlin le 25 février. S'il avait vécu jusqu'après la paix perpétuelle, nous lui eussions dû reconnaître le titre de roi de Prusse et de prince de Neuchâtel. Du vendredi 10, M. de Torcy m'amena à Versailles, M. l'électeur de Cologne, lequel est à Paris depuis quelques jours. Après-demain dimanche, je recevrai à son tour M. l'électeur de Bavière. Le lundi 13, je reçus, après mon lever, Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général. Cette conférence est nécessaire puisque dans 2 jours, le Parlement doit enregistrer les renonciations réciproques au trône de France et d'Espagne, véritable condition et prétendu gage d'une paix qui n'a que trop tardé. Le 15 mars, en présence du duc de Berry et du duc d'Orléans, partie prenante placée à la Grand-Chambre, à la tête des princes et des pairs, le Parlement dut enregistrer mes lettres patentes sur la renonciation de Philippe V à ses droits sur la couronne de France, et la renonciation des ducs de Berry et d'Orléans à leurs droits sur la couronne d'Espagne. Tous les François présents, princes, seigneurs et magistrats, savoient que la renonciation du roi d'Espagne, contraire aux lois fondamentales du royaume de France, ne pouvait être que nulle et non avenue, parce que violant les règles premières de notre droit public. Dieu merci, monsieur l'ambassadeur d'Angleterre, lequel est avec son épouse dans une lanterne, n'avait point la même connaissance et conscience et, ce soir, il paroit qu'il dépêcha à la reine Anne un courrier chargé de la relation de tout ce qu'il avait vu et entendu au Parlement. Du 17, cet après-dîner, le sermon entendu, j'allois me promener à Trianon. Le soir, nous vîmes et ouïmes l'avare. Entre chacun des actes, il y eut symphonie. Depuis que mes musiciens remplacent les comédiens, les scrupules de Madame de Maintenon envers la comédie ont fort diminué. Et mon plaisir est grand de retrouver Molière et d'ainsi en cultiver innocemment la mémoire. Dimanche 26, Madame la duchesse de Berry accoucha à l'aube d'un garçon qui portera le nom de duc d'Alençon. Mais cet enfant est si petit que l'on craint qu'il ne puisse vivre longtemps. Le 14 avril, à 8 heures du soir, Torcy m'amena le chevalier de Beringen, porteur de la nouvelle des signatures de la paix. Les 10 et 11 du précédent mois à Utrecht, avec l'Angleterre, l'Hollande, la Savoie, le Portugal et le roi de Prusse, nous cédons aux Anglois Terre-Neuve, l'Acadie, la baie d'Hudson et Saint-Christophe, et reconnaissons la succession protestante. En outre, nous démantèlerons Dunkerque, mais le trône de Philippe V est enfin assuré, et la France, qui se voit confirmer la possession d'Orange, gagne la vallée de Barcelonnette. Demain, je ferai mon bonjour à la paroisse qui est la veille de la résurrection. Le 16, cette nuit, mourut le pauvre petit duc d'Alençon. Madrid nous fera connaître qu'arriva à Cadix la flotte du Mexique très richement chargée. Elle a échappé aux croisières hollandoises. 17 mai, j'annonce ce jour par ordonnance la conclusion de la paix d'Utrecht. Il y aura bientôt un Te-Deum d'action de grâce à Notre-Dame de Paris. Du 16 de juillet, le comte de Starhemberg a quitté l'Espagne, mais Barcelone continue de ne point vouloir obéir à Philippe V. La conversation du jour concerne le livre de Monsieur l'abbé de Saint-Pierre de l'Académie françoise qui s'intitule « Projet de paix perpétuel ». Cet abbé fut l'année passée à Utrecht avec le cardinal de Polignac, dont il n'a pas la profondeur non plus que l'esprit, trop porté qu'il est à cultiver des chimères. Le 13 fut signé la paix entre l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Savoie. Le roi d'Espagne y parvint qu'en abandonnant aux Anglois Minorque et Gibraltar et en leur entrouvant le commerce de ces colonies d'Amérique. 24 août, M. de Villars reçut le 20 de ce mois la capitulation de Landau, place qu'il assiégea dès le 24 de juin. Depuis un mois, l'on a su que le roi Philippe V avait fait grande Espagne ce maréchal. M. le duc de Saint-Simon se répand à dire partout qu'il s'étonne de pareilles promotions, dès lors que M. de Villars n'eut jamais aucun rapport à l'Espagne. M. de Saint-Simon, qui évita de faire cette guerre, ne paroit point en avoir suivi le déroulement et compris la péripétie. Le 14 de septembre, je ne regrette point d'avoir couru le cerf, ce aujourd'hui, car j'ai pris le plus gros qu'il se put. Monsieur l'électeur de Bavière m'en fit compliment et m'assura qu'en Allemagne, où ils sont plus gros que chez nous, il n'en avait jamais vu de si énormes.
Le 25, ce matin, survint à Fontainebleau le courrier de Rome apportant le texte de la bulle Unigenitus du pape Clément XI. J'en fis féliciter monsieur le cardinal de la Trémoille et le marquis de Torcy et envoya un exemplaire sans tarder à monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris. La bulle du pape condamne sans une proposition tirée des réflexions morales jansénistes du père Quesnel. Comme ce texte fut conçu et rédigé à notre demande, il est sûr que Rome attend que nous l'imposions sans délai à l'Église de France. Mais comme en cette affaire, nous n'avons cherché qu'à extirper une bonne fois l'hérésie du jansénius, ils n'ont moins sûr que nous aurions besoin de l'appui des évêques, monsieur de Noailles en tête, de la Sorbonne et du Parlement, pour faire approuver cette constitution unigenitus et l'imposer sans heure. Un simple acte royal non étayé n'y suffira point. C'est pourquoi je me suis hâté de consulter l'archevêque de Paris et aussi le premier président et les gens du roi au Parlement. Le 1er octobre, monsieur le Premier président étant malade, ce sont les gens du roi qui m'apportèrent aujourd'hui à Fontainebleau leur mémoire sur la constitution unigenitus. Ces messieurs y faisoient compliment de la forme, le pape avoir envoyé une bulle innocente, ménageant les libertés gallicanes, mais non également du fond. En effet, une proposition, la 91e, s'en prenant à l'autorité royale avec menace d'excommunication ou d'interdit. Du 3e d'octobre, ce soir, après avis de notre conseil, nous avons décidé de soumettre la bulle à une assemblée prochaine des évêques présents à Paris ou point trop éloignés. Ils délibéreront à son sujet. Ce matin, nous avions reçu le nonce et échangé maintes politesses. Le nonce n'est point persuadé de la facilité que nous escomptions d'imposer le texte romain. Ce que décidément M. de Noailles pèsera sûrement en cette affaire. Le 5, le maréchal de Villars fit ouvrir la tranchée devant Fribourg la nuit du 30 au 1er de ce mois. 16 octobre, l'assemblée extraordinaire et partielle du clergé s'ouvrit cet après-dîner chez le cardinal de Noailles. Mercredi 25 octobre, je reçus ce matin, plus longuement qu'à l'habitude, monsieur le cardinal de Noailles. Nous parlâmes de la bulle unigenitus. À la longueur de l'audience, les courtisans ont certainement compris que cette constitution rencontrera des obstacles et que l'archevêque de Paris n'alloit point me faciliter la tâche. D'ailleurs, la constitution agite déjà Paris. Le 21 novembre, les impériaux ont capitulé à Fribourg. M. de Villars leur a concédé les honneurs de la guerre. Hier, comme le cardinal de Rohan opinoit pour l'acceptation pure et simple de la bulle unigenitus, M. de Noailles se récria avec force, ne cachant plus son opposition. Le 26, à Rastatt, commencent les conférences de paix. Le prince Eugène représente l'empereur, M. de Villars nous représente. Ces deux capitaines sont désormais des diplomates. Le 20 décembre, notre ordonnance de ce jour établit la liberté du commerce avec les villes du Nord. Un édit daté du présent mois transfère le Parlement de Flandre, de Cambrai, où il est depuis 1709, par suite de la perte de Tournai à Douai. Le 31 décembre, l'année qui s'achève, fut l'année de la paix. Les traités d'Utrecht nous ont obligés à des sacrifices, mais les deux couronnes ont sauvegardé ce qui est pour elles essentiel. La conférence de Rastatt nous conduira sans doute à une nouvelle paix, puisse la bulle unigenitus engendrer elle aussi une paix, celle de l'Église. Les dépenses des bâtiments furent de 1 979 000 livres, dont seulement 397 000 francs concernant Versailles. Voici fini l'année 1713, voici maintenant l'an 1714. Le 1er janvier, je n'ai point donné d'étrennes cette année à ma famille, la guerre dure trop, bien que la cour ne parle que d'une paix prochaine. Le 11 janvier, j'ai perdu ce matin un ami très cher, monsieur de la Rochefoucauld, longtemps grand veneur. Le 24, j'appris que monsieur de Villars, à Rastatt, perd patience, tant le prince Eugène l'irrite avec ses demandes abusives. La paix en est retardée d'autant. Le 3 février, je donnois au duc de Berry voix consultative au Conseil des finances. Le 14, par lettre patente de ce jour, j'ai ordonné l'exécution dans tout le royaume de la bulle unigenitus, condamnant le Nouveau Testament du père Quesnel et les thèses jansénistes. Le 22 février, nous sûmes que la reine d'Espagne, Marie-Louise Gabrielle de Savoie, est morte à Madrid le 14. Le roi Philippe V est dans la plus grande affliction. Le 11 mars, M. de Condade nous apporta à Versailles, chez Mme de Maintenon et en présence de M. de Torcy, la nouvelle du traité de paix signé le mardi 6 à Rastatt, au pays de Bade. Ce pacte devait rassurer les électeurs de Cologne et de Bavière.
Pour ce qui regarde notre frontière avec l'Empire, le nouveau traité confirme les clauses de celui de Ryswick. En ce qui regarde les Pays-Bas, il confirme les conditions même des traités d'Utrecht. Le 20, nous avons obligé les vaisseaux se rendant en Nouvelle-France d'y transporter à chaque fois un certain nombre d'engagés, ceci afin d'augmenter le peuplement de la colonie. Le 22 d'avril, ce fut jour de liesse à Paris. La ville et le gouverneur ont rivalisé d'efforts pour célébrer la paix conclue avec l'empereur à Rastatt. Il y eut un Te-Deum à Notre-Dame et nombre de feux de joie. Le 4 mai, le duc de Berry, troisième de mes petits-fils, mourut à Marly ce matin à 4 heures, avec bien de la fermeté et beaucoup de religion. Le ciel continue de me frapper, comme Job, le patriarche. La voix était dans le Vieux Testament. Le duc de Berry est toi aimé du peuple de Paris, comme aussi de toute la cour. Le 17 mai, aujourd'hui, c'est à l'unanimité, vraiment tout d'une voix, que monsieur le maréchal de Villars, qui j'ai donné les grandes entrées le 15 mars, a été élu à l'Académie françoise. Ces messieurs ont voulu aussi honorer le vainqueur de Denain. Le 3 de juin, le duc de Berwick me vint voir à Marly. Il n'attend que mes ordres pour servir en Espagne et aider Philippe V à prendre Barcelone. Le 1er juillet, je signe un important édit qui ne manquera point de faire parler, protester et contester. Cet acte appelle à la succession au trône de France de monsieur le duc du Maine, puis ensuite monsieur le comte de Toulouse, à défaut des princes de sang, dont ils partageront à l'avenir les rangs, honneurs et préséances après les 10 princes de sang. Monsieur de Pontchartrain m'apporta sa démission de l'office de chancelier. À l'en croire, il se retire par dévotion et ne songea plus qu'à son salut. En réalité, monsieur le chancelier sait que mon édit sur les règles de succession n'est point conforme aux maximes fondamentales de ce royaume. Je mettrai dès demain voisin à sa place, en attendant presque personne de connoir encore cet édit. Le 2 août, c'est contraint et forcé que le Parlement enregistre notre changement apporté aux règles de succession. Le 14, mon arrière-petit-fils, le 4e dauphin, eut de la fièvre. Dieu va-t-il encore nous éprouver dans notre descendance? Le 18 mourut le 12 de ce mois en Angleterre notre nièce Stuart, la reine Anne. Sitôt sa mort, on sut que lui succédoit l'électeur de Hanovre, devenant roi de Grande-Bretagne sous le nom de Georges Ier. 24 août, le dauphin s'est montré pour la première fois en culotte et l'épée au côté. Chacun se réjouit de le savoir guéri et l'on attend grand foule demain à Versailles, qu'est la Saint-Louis. Le 31 août, monsieur le duc de Beauvilliers, la conscience du conseil, mourut à sa maison de Vaucresson après une longue et pénible maladie. Sa religion étant extrême, sa probité non moindre. Le 12 septembre, après la paix de Rastatt avec l'empereur, fut signé le 7 de ce mois le traité de Baden avec l'Empire. Les électeurs de Cologne et de Bavière, les alliés, retrouveront toutes leurs possessions, tandis que, en contre-échange, je me suis engagé d'évacuer la Lorraine. Le 16, j'appris dans le détail comment monsieur de Berwick prit Barcelone, les 11 et 12 pour le compte du roi d'Espagne. Le 17 septembre, ce jour, je pris médecine, comme je le fais tous les mois, mais sans être malade et seulement par précaution. Je me porte bien, et Danjou, qui n'est point médecin, assure que je ne me suis jamais aussi bien porté. Il a oublié que j'ai 76 ans. 25 octobre, de retour à Versailles, j'ai la joie d'y retrouver le petit dauphin, qui est fort joli, fort aimable et en très bonne santé. Le 30 décembre, le 24 de ce mois, notre petit-fils Philippe V épousa Élisabeth Farnèse. On peut craindre qu'elle n'obtienne bientôt la disgrâce de Madame la princesse des Ursins. Demain entrera en vigueur la réunion à la France de la vallée de Barcelonnette, à nous cédée par monsieur le duc de Savoie, selon les conditions d'Utrecht. Ce pays sera rattaché au gouvernement de Provence et dépendra du parlement d'Aix, tandis que la principauté d'Orange appartiendra au gouvernement de Dauphiné et au ressort du parlement de Grenoble. Le 31 décembre 1714 apporta la paix et conforta Philippe V, mais l'arrivée à Londres du parti hanovrien représente un danger pour le royaume. La paix intérieure est en apparence assurée, malgré que la constitution Unigenitus ne soit point reçue sans protestation. L'archevêque de Paris, l'évêque de Metz, bien des docteurs de la Sorbonne et beaucoup d'autres gens d'église ne cachent pas qu'ils la reçoivent de mauvais gré. La plus grande incertitude en France reste la succession au trône. Mes dispositions sont fragiles, on m'a assigné pour les obtenir. Tout dépendra du temps qu'il me reste à vivre, de la santé du dauphin, de la bonne volonté des princes, du loyalisme du Parlement, de la nature et de l'orientation de l'éventuelle régence. En 1714, les dépenses des bâtiments montèrent à 2 854 000 francs, 527 000 livres pour Versailles, 478 000 pour Marly, 317 000 pour Fontainebleau, que je fis embellir, et on sut rendre mes appartements beaucoup plus commodes qu'auparavant, vu mon grand âge. L'an 1715, dernière
année du règne de Louis XIV que je vais commencer. 6 de janvier et le 30 décembre de l'année écoulée furent réunis au royaume la ville de Barcelonnette et sa vallée, qu'on nomme Ubeil, cédée par monsieur le duc de Savoie. Le lendemain mourut monsieur le comte de Grignan, âgé d'82 ans, gendre de madame de Sévigné qui prit pour nous Orange en l'an 1673, lieutenant général de la Provence, il avait fait pendant de longues années, et bien fait, l'office de gouverneur. 8 de janvier, un courrier de Madrid nous apprend que la princesse des Ursins, en totale disgrâce, fut chassée de sa cour par mon petit-fils, le roi d'Espagne. Avant-hier, mourut à Cambrai monsieur de Fénelon, archevêque du lieu, bon gentilhomme, plein d'esprit, de science et de piété, mais trop souvent imprudent, comme le montra son rôle dans le quiétisme de la dame Guyon. Cet ecclésiastique de grand mérite avait été précepteur du duc de Bourgogne. Le 24, je me porte bien, j'ai fait changer les meubles de mes appartements de mardi. Le 12 février, je reçus Milord Stair, chargé d'affaires de l'électeur d'Hanovre, roi d'Angleterre. Les Anglois se plaignent de la manière dont la France applique à Dunkerque et alentour le traité d'Utrecht. Comme il osa brandir devant nous un prétendu esprit du traité, je lui répondis avec calme que les traités entre nations comportoient des clauses et conditions, lesquelles engageoient les parties contractantes, mais que seuls les spéculatifs et les poètes pouvaient faire passer l'esprit d'un pacte avant sa réalité. Le 17, lorsque les ducs ne se querellent point entre eux, ou avec les princes, ils chantent pouille aux gens de Rome. Voilà que monsieur le premier président se plaint, et à bon droit, des exigences de messieurs les ducs et pairs en l'enceinte du Parlement. 19 de février, j'accordois à l'ambassadeur de Perse une audience publique, la plus solennelle de ce long règne. Elle me devra permettre à la fois d'honorer l'Orient et d'éblouir l'Occident. C'est à savoir montrer à l'Europe que ni la douleur de la guerre, ni les sacrifices exigés par la paix n'ont abattu la France. D'où ce déploiement inouï de faste, marquant la puissance d'un grand royaume et de son roi. La grande galerie de Versailles fut le cadre de l'événement. Mon trône surmontant une estrade qui surplomboit l'enfilade de toute la galerie. J'avois revêtu pour l'occasion un habit de conte de fées. Il est toit d'étoffe or et noir, entièrement brodé de diamants, et il brilla de 1000 feux. Il n'avoit coûté 12 millions ou environ, et son poids étoit véritablement excessif pour moi. Les sieurs Croipel et de Boz prirent des notes, le premier en vue d'un tableau, le second en vue de la relation de l'audience. Le 2 mars, notre allié malheureux, monsieur l'électeur de Bavière, va rentrer en possession du Haut-Palatinat, en échange de quoi nous rendrons quel. 8 de mars, par une déclaration de ce jour, ceux qui affirmeront hautement vouloir persister et mourir dans la religion prétendue réformée seront réputés relapses. Il est fort regrettable d'avoir à édicter une telle loi près de 30 années après l'édit de révocation de celui de Nantes. Le 13 mars, après mon lever, je donnai audience au Milord Stair sur sa demande. Il n'a toujours point le titre d'ambassadeur, mais en fait les fonctions. Dans le cas présent, avec une assiduité extrême, car il vient encore me faire reproche, au nom du roi son maître, sur le canal de Merdic et les défenses destinées à remplacer celles de Dunkerque, et de brandir à nouveau l'esprit du traité d'Utrecht. Il ne gagna rien à ce nouvel entretien, mais j'ai fait grand effort pour cacher la colère que suscitoit en moi son impertinence. La raison et la raison d'État unies me retinrent de lui faire connaître mon sentiment exact. J'aurais aimé de pouvoir lui dire « Monsieur le chargé d'affaires, j'ai toujours été le maître chez moi, quelquefois milord chez les autres. Je ne m'en fais point souvenir, je vous prie. » 28 de mars, le 22, l'électeur de Bavière prit congé de nous. Nous nous embrassâmes, il eut la courtoisie de m'assurer que la peine qu'il a de quitter la France diminue sa joie de recouvrer ses états. Hier, je fus longuement madame des Ursins, qui fut reçue également par madame de Maintenon. Le 15 avril, le milord Bolingbroke est à Paris, ayant fui l'Angleterre en secret et même sous un déguisement par crainte d'être arrêté à Londres, où il dut se cacher son opposition au roi George. Le 20e d'avril, je fus mon bonjour, à la paroisse de Versailles, en cette veille de la fête de la résurrection, puis touchoua près de 1400 malades des écrouelles. Le 3 mai, à Marly, où l'on entend passer tout ce mois l'illustre monsieur Cassini, nous expliqua l'éclipse ainsi qu'aux dames de la cour. Celle-ci attendoit dans le jardin des 8 heures. Cassini, venu de l'observatoire, avait apporté avec lui plusieurs lunettes et de quoi bien tout voir. L'éclipse se vit, comme il était attendu, vers les 9 heures. 23 mai fut édictée une déclaration pour préciser et renforcer notre édit perpétuel à l'irrévocable de juillet 1714, disant que le duc du Maine, le comte de Toulouse et leurs descendants légitimes auront la qualité de prince du sang royal. Le 28 de juin à Marly, où je souhaite
de faire un long séjour, j'appris que mourut à Bourbon-l'Archambault le sieur Ducasse, lieutenant général de nos armées navales, capitaine général de celle de Sa Majesté catholique et même chevalier de la Toison d'Or, bien que né roturier et de la RPR. Sa vie ne fut qu'une suite d'aventures. Il fit la traite des nègres, commanda au boucanier de l'île de la Tortue, s'imposa aux flibustiers, ravagea Carthagène des Indes, il fit traverser l'océan à plusieurs convois des métaux précieux au mépris des croisières angloises, sauvant de la sorte le trône du roi Philippe V. Enfin, il a montré sa vaillance au combat naval de Malaga. Il fut l'un des meilleurs hommes des mers de ces temps. L'avenir le confirmera. Le 10e de juillet, notre petit dauphin Louis vint à Marly ce matin à Montlevé. 70 ans me séparent de cet arrière-petit-fils, espoir de la maison royale, et qui n'a que 5 ans. Maintenant, sa santé est bonne. Il a beaucoup grandi et embelli, et parfois en avance sur son âge. Il parle comme un petit homme, il n'est point ignorant, se ploie à l'étude, connaît déjà sa géographie. Que Dieu le veuille protéger et de m'accorder un supplément de vie. Je sais trop que les régences ne valent rien aux princes et à leur royaume. Le 21, M. Torcy me fait part des bruits émis ou transmis par les chancelleries concernant ma santé que l'on prétend ébranlée et devenue précaire. Mon ministre devra communiquer assez mal avisé mes tableaux de chasse de ce mois. J'ai chassé à tir 5 fois, j'ai couru le cerf 9 fois, et la mémoire est bonne, Dieu voulant. 22 juillet, ce mardi se prolonge à ma satisfaction. Ce matin, la messe, oui, nous travaillâmes aux choses de la finance avec messieurs Desmarais. Après dîner, je passois en revue mon régiment, que je trouva fort beau. Je n'étais pas seul, de nombreuses dames m'avoir rejoint entraîné là, par madame la duchesse de Berry. Cette princesse sembla commander un gracieux escadron et cria « Allons, mesdames, à cheval, plus vite, ou nous manquerons le rendez-vous avec le régiment du roi, ce corps illustre que jalouse l'Europe. » J'ai noté chaque mot. Du dimanche 4 août, des soldats de mon régiment, ce corps illustre, vinrent à Marly m'offrir un aimable divertissement qui fut une danse militaire au son du tambour avec des épées nues. Je leur fis distribuer quelque argent et leur souffloi d'aller aussitôt à Versailles danser de la sorte pour le plaisir de la joie du dauphin. Le 11 août, à Trianon, je souffris fort de ma jambe. Le 12, ma sciatique me tourmenta assez fort, de la cuisse jusqu'au pied. Mardi 13 août, il fallut ce matin me porter à la messe. Je n'ai point pour autant supprimé l'audience de l'ambassadeur de Perse. Le 14, on me porte en un fauteuil, mais je tiens le conseil, puis joue avec les dames. Dimanche 18 août, je dus suivre la messe de mon lit. Fagon voulut bien coucher dans ma chambre la nuit dernière. Du 19, la nuit dernière fut assez bonne. Cet après-dîner, je travaillais avec le comte de Pontchartrain, mais la sciatique ne m'a point encore quitté. 20e d'août, après une bonne nuit, j'assistais à la messe depuis mon lit. À mon dîner, je reçus les ambassadeurs avant de tenir en robe de chambre le Conseil des finances. 21 août, 4 médecins, appelés par Fagon, qui errent et qui s'inquiètent en essayant de ne point trop inquiéter, m'ont examiné avec attention et toute leur science n'a trouvé qu'à m'ordonner de la casse. Je ne pus quitter le lit, mais j'ai tout de même tenu le conseil des ministres. À 9 heures du soir, j'ai reçu les princesses. Jeudi 22, la nuit fut mauvaise. Ne pouvant m'habiller, je n'ai pu passer ma gendarmerie en revue, mais le duc du Maine voulut bien me remplacer, puis il m'en fit un compte-rendu circonstancié. Vendredi le 23, malgré de fortes douleurs dans la jambe, je pus, comme chaque vendredi, tenir le conseil de conscience. Le 24, des marques noires à ma jambe font nier la sciatique longtemps supposée et croire à une gangrène. Je tins pourtant le conseil des finances, ce sera peut-être le dernier de mon règne. Après 9 heures du soir, je fis entrer les courtisans, mais les douleurs augmentant, je dus bientôt les prier de sortir, puis je me confessois au père Le Tellier. Voilà la fin du journal de Louis XIV, et je vais vous dire maintenant la suite de ceux qui ont observé la fin du roi. De la main du maréchal de Villeroy. Le dimanche 25 août, jour de la Saint-Louis, les tambours et hautbois vinrent sonner l'aubade sous la fenêtre de Sa Majesté. Celle-ci dîna, puis trouva la force de travailler avec ses ministres. À 8 heures, elle reçut les derniers sacrements, puis elle conféra avec monsieur le chancelier voisin. Ensuite, le roi m'appela à son chevet. Il me confia alors le présent registre. À charge de terminer la page ci-dessus, sans rien lire du reste. D'envelopper le dit registre, d'en sceller l'enveloppe, lequel ne pourra être ouvert qu'après 2 siècles et demi à compter de sa mort. Et si le roi, ce qu'à Dieu plaise, survivait à son mal présent, alors je recevrai de Sa Majesté de nouveaux ordres, signés Villeroy.
Louis XIV mourut, on le sait, au matin du 1er septembre, 4 jours avant son 77e anniversaire. Il a rendu l'âme sans aucun effort, comme une chandelle qui s'éteint d'Anjou. Le grand philosophe Leibniz, pourtant allemand et protestant, voyait en lui l'un des plus grands rois que furent jamais. Voilà, messieurs, dames, la fin de ce journal secret de Louis XIV en 11 parties. J'espère que cette lecture vous a plu, que vous avez apprécié ce journal secret de Louis XIV de François Bluch aux éditions du Rocher, que vous pouvez encore trouver, je pense, en librairie ou alors en livre de poche ou en réédition. J'ai été extrêmement heureux de vous lire cela parce que moi-même j'ai redécouvert ce livre que j'avais acheté il y a fort longtemps, puisque ce livre date de 1986, donc j'ai encore le prix en francs, 129 francs il m'avait coûté. Donc ce livre que j'avais lu il y a fort longtemps, que je relis de temps en temps quand je travaille sur les événements du temps du règne du grand roi, ça m'a fait une grande joie de vous le faire connaître, et j'espère que vous en avez pris plaisir. Maintenant, je vous dis bonsoir. Les épisodes sur le Roi Soleil est terminé. Nous espérons que les 11 salons Histoire de France dédiés à Louis XIV vous aura fait découvrir un autre aspect d'un des plus grands rois au monde. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.